Mes parents m'ont dit que je n'étais pas prête pour le dîner de Noël. C'est drôle, n'est-ce pas? Le mot qu'ils ont utilisé, prête. Alors, je suis restée seule dans le silence glacial de mon bureau, et ce soir-là, j'ai vu aux informations que le contrat que je venais de signer allait battre tous les records de l'industrie. Le lendemain matin, comme par magie, ils étaient là, dans mon hall d'accueil, impeccablement habillés, souriants, et soudainement, eux, étaient prêts à me voir. L'ironie peut être d'une cruauté délicieuse. Mais cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'une revanche. C'est l'histoire de comment j'ai dû perdre une famille pour en trouver une autre, et comment j'ai appris que notre valeur n'est jamais définie par ceux qui refusent de la voir. Tout a commencé il y a 2 semaines, par un appel qui a failli me briser. Le nom de ma mère, Sylvie Renaud, s'est affiché sur mon téléphone. Mon cœur, conditionné par des années de recherche d'approbation, a fait ce petit bond stupide. Un mélange d'espoir et d'une anxiété familière. J'ai décroché, essayant de donner à ma voix une assurance que je ne ressentais pas. Bonjour maman. Sa voix, à elle, était comme toujours, polie, distante, aussi tranchante qu'un éclat de verre. Élise. Je t'appelle au sujet du dîner de Noël. Un silence. J'ai attendu. Cette année, ton père et moi recevons des personnes importantes. Le sénateur Michel, les directeurs de Sotma. Tu comprends, c'est un cercle où l'image compte beaucoup. Le froid de son ton a commencé à s'infiltrer dans mes veines. Je savais. Je sentais la lame avant même qu'elle ne frappe. Nous pensons, ton père et moi, que ce serait mieux si tu ne venais pas cette année. Nous ne pensons pas que tu sois tout à fait prête. Ton petit projet d'entreprise, c'est charmant, mais ce n'est pas encore au niveau de nos invités. Pas prête. Le mot est tombé comme un verdict. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. C'est là que mon père, Gérard, grand avocat du barreau de Lyon, a pris le téléphone. Sa voix n'avait aucune nuance, seulement le poids d'un jugement final. Élise, ta mère essaie de te dire que dans notre monde, on ne vient pas à la table des gagnants les mains vides. Concentre-toi sur la création de quelque chose de concret, de tangible. Quand tu auras de vrais succès à annoncer, toutes les portes te seront grandes ouvertes. Y compris la nôtre. J'ai raccroché. Sans un mot. Le silence dans mon bureau est devenu assourdissant. Dehors, la place Bellecour scintillait de 1000 feux. Lyon se préparait pour les fêtes. Une ville de lumière, de chaleur, de familles réunies. Et moi, j'étais dans l'ombre, exclue de la mienne. Pas tangible. Mon entreprise, Aura Énergie, que j'avais littéralement construite avec mon sang et mes larmes, n'était pas tangible. Mes nuits blanches, mes repas sautés, les économies de toute une vie de mon grand-père investies dans ce rêve, tout cela n'était qu'un petit projet charmant. La douleur était physique. Une oppression dans ma poitrine qui m'empêchait de respirer. J'ai regardé autour de moi. Les murs blancs, les câbles qui couraient au sol, le prototype de notre dernière batterie posée sur l'établi comme une sculpture futuriste. C'était ma vie. C'était réel. C'était tangible pour moi. Ce soir-là, j'aurais pu m'effondrer. J'aurais pu me noyer dans le chagrin et le ressentiment. Mais alors que je fixais mon reflet dans l'écran noir de mon ordinateur, j'ai vu autre chose. Pas de la tristesse. Mais une flamme. Une flamme froide de défi. Il voulait du concret? Il voulait un succès qu'il puisse comprendre, un succès qui se chiffre en millions et qui passe au journal de 20 heures? Très bien. Défi accepté. Alors, installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre, c'est comment j'ai transformé la pire humiliation de ma vie en mon plus grand chef-d'œuvre. Je suis curieuse, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment, et quelle heure il est chez vous. C'est fascinant de voir comment nos histoires se connectent à travers le monde. Et maintenant, plongeons dans le passé, dans le creuset où cette histoire a été forgée. Pour comprendre la dynamique de ma famille, il faut s'imaginer un dîner dominical dans un grand appartement bourgeois du 6e arrondissement de Lyon. La vue sur le parc de la Tête d'Or, les moulures au plafond, l'argenterie qui brille sous la lumière du lustre en cristal. Une image parfaite, tirée d'un magazine de décoration. Mais pour moi, cet endroit n'était pas un foyer. C'était une salle d'audience, et j'étais perpétuellement sur le banc des accusés.
Mon père, Gérard Renaud, était un avocat redoutable. Un homme qui vénérait le succès avec une ferveur religieuse. Le succès, pour lui, avait des noms: Polytechnique, HC, l'ENA. Il avait une sainte horreur de l'échec, mais pire encore, il méprisait la médiocrité, un mot qu'il utilisait souvent en me regardant. Ma mère, Sylvie, était sa parfaite partenaire. Critique d'art influente, elle ne jugeait pas seulement les toiles, mais aussi les gens. Sa valeur étalon était le prestige social. Une bonne situation, un bon mariage, une bonne réputation. Et puis il y avait mes frères et sœurs, les pièces maîtresses de leur collection. Bastien, l'aîné, un cardiologue dont les louanges étaient chantées dans tous les hôpitaux de la région. Il avait le talent de raconter ses opérations les plus complexes avec une humilité feinte qui ne trompait personne. Mathilde, ma sœur, était une étoile montante de la banque d'affaires. Elle parlait de fusion-acquisition et de LBO avec une aisance déconcertante, ses yeux brillant d'une lueur prédatrice que je connaissais trop bien. Au milieu de ce panthéon, j'étais une anomalie. La rêveuse. La bricoleuse. L'éternelle déception. Pendant que Bastien parlait de pontage coronarien, je pensais à la densité énergétique du graphène. Pendant que Mathilde dissertait sur les marchés émergents, je dessinais des circuits imprimés sur le coin de ma serviette en tissu. Les dîners étaient une torture polie. Alors, Élise, commençait mon père, coupant son filet de bœuf avec une précision chirurgicale. Ces petites expériences dans ton garage, ça avance? Tu ne penses pas qu'il serait temps de trouver un vrai travail, quelque chose de stable? Laisse-la, chérie, intervenait ma mère avec un soupir théâtral. Elle est dans sa phase créative. Espérons juste qu'elle ne dure pas jusqu'à 40 ans. Mathilde, elle, était plus directe. Franchement, Élise, je ne comprends pas. Tu as fait de si bonnes études. Gâcher tout ça pour jouer avec des fils électriques? C'est un peu pathétique, non? Chaque phrase était conçue pour me rappeler ma place, tout en bas de l'échelle familiale. Mon projet n'était pas un projet, c'était une phase. Ma passion n'était pas une passion, c'était un hobby. Mon absence de salaire mirobolant n'était pas un choix, c'était un échec. Le seul refuge dans ce désert affectif était la petite maison de mon grand-père, Lucien, à Caluire-et-Cuire. Ancien ingénieur de chez Berliet, il était l'antithèse de mon père. Il ne se souciait pas des apparences. Son prestige à lui, c'était l'odeur de l'huile et du métal chaud dans son atelier, la satisfaction d'une pièce parfaitement usinée. Il était le seul à me regarder, moi, et pas l'image déformée que ma famille avait de moi. Je passais des après-midi entiers avec lui. Il ne me donnait pas de leçons. Il me posait des questions. Et comment tu comptes stocker cette énergie? Quelle est la perte de charge? As-tu pensé au refroidissement? Il prenait mes rêves au sérieux. Il leur donnait du poids, de la substance. Un jour, alors que j'avais 18 ans, il m'a offert son vieux compas de précision. Un magnifique outil allemand, lourd et froid dans ma main. Ton père et moi, on ne voit pas le monde de la même façon, m'a-t-il dit, son regard doux posé sur moi. Lui, il voit le monde tel qu'il est. Toi, tu vois le monde tel qu'il pourrait être. C'est un don, Élise. Ne laisse jamais personne, et surtout pas ceux qui sont censés t'aimer, te convaincre que c'est une faiblesse. Ce compas est devenu mon encre. Un rappel constant que ma vision du monde était valide, même si j'étais la seule de ma famille à l'avoir. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que j'allais bientôt devoir choisir entre ma vision et ma famille. Le point de non-retour a été atteint lors de ma 2e année à l'INSA de Lyon. Sur le papier, tout était parfait. J'étais dans l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de France. Un avenir tout tracé m'attendait, un bon diplôme, un bon salaire, la fierté de mes parents. Mais à l'intérieur, je mourais à petit feu. Chaque heure passée dans un amphithéâtre à écouter des théories que je connaissais déjà était une heure de moins passée dans l'atelier de mon grand-père à construire l'avenir. La frustration est devenue un poison qui rongeait mon âme. La décision a mûri pendant des mois, dans le secret de mes nuits blanches. Un matin, je me suis réveillée et j'ai su. Je ne pouvais plus continuer. Je ne pouvais plus prétendre. J'ai marché jusqu'au service de la scolarité comme une somnambule et j'ai signé les documents qui scellaient mon destin. Un sentiment de terreur et de libération m'a envahi.
Le soir, au dîner, j'ai annoncé la nouvelle. J'ai essayé de le faire calmement, d'expliquer mes raisons, de parler de mon projet, de ma vision. Ce fut comme jeter une allumette dans une poudrière. Le visage de mon père est passé par toutes les couleurs. Tu as fait QOI, a-t-il articulé, sa voix basse et menaçante. Quand j'ai répété, il a explosé. Il s'est levé, renversant presque son verre de vin. Tu es folle. Complètement folle. Tu jettes un avenir en or pour des lubies, des rêves d'adolescente. Sais-tu la chance que tu as? Sais-tu combien de jeunes tueraient pour être à ta place? Ma mère était en larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse pour moi. C'étaient des larmes de honte. Notre fille, une décrocheuse, sanglotait-elle. Gérard, qu'allons-nous dire? C'est une humiliation. Mathilde m'a regardé avec un dégoût non dissimulé. C'est la décision la plus stupide que j'ai jamais entendue. Bonne chance pour trouver un travail maintenant. Personne n'embauche les perdants. La sentence finale est venue de mon père. Très bien. Puisque tu es si sûre de toi, puisque tu te crois plus intelligente que nous tous, tu vas assumer. À partir de ce soir, tu es seule. Le robinet financier est fermé. Définitivement. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises dans un silence de mort. Personne n'est venu me dire au revoir. J'ai quitté ce grand appartement luxueux et j'ai emménagé dans ma nouvelle vie, 9 mètres carrés sous les toits de la Croix-Rousse. Une chambre de bonne. Les toilettes sur le palier, une douche minuscule, pas de cuisine. Juste un lit, un bureau et une lucarne qui donnait sur le ciel. Ma nouvelle routine était brutale. La journée, je la passais à la bibliothèque, étudiant comme une forcenée. Le soir, de 18h à la fermeture, je travaillais comme serveuse dans un bouchon lyonnais. Je rentrais à 2h du matin, épuisée, les pieds en feu, sentant la friture et le stress. Je comptais chaque euro. Mon régime alimentaire se composait de pâtes, de pain et de la nourriture que je pouvais subtiliser au restaurant. C'était une période d'une solitude extrême. Mes anciens amis de l'INSA étaient loin, dans un autre monde. Ma famille m'ignorait. Parfois, la nuit, le doute revenait me hanter. Et s'ils avaient raison? Si j'avais tout gâché sur un coup de tête? C'est une lettre de mon grand-père qui m'a sauvée. Il était déjà très malade, son écriture était presque illisible. À l'intérieur, il y avait un chèque de 5000 euros. C'est tout ce que j'ai, ma petite Élise, écrivait-il. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Le premier investissement dans Aura Énergie. Ne me déçois pas. Il est mort avant que je puisse le remercier. Ces 5000 euros sont devenus le carburant de ma rage de vaincre. L'héritage d'un homme qui avait cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Je n'avais plus le droit d'échouer. Je vous le demande, à vous qui m'écoutez, si vous aviez été à ma place, face à ce mur de rejet, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous retourné en arrière, en demandant pardon? Ou auriez-vous, comme moi, décidé que la seule voie possible était de foncer droit devant, peu importe le prix? Laissez-moi votre avis dans les commentaires, vos perspectives m'intéressent énormément. Avec les 5000 euros de mon grand-père, ma chambre de bonne s'est transformée en un micro-laboratoire. Le lit était souvent recouvert de schémas, le sol jonché de composants. Je vivais, mangeais et dormais mon projet. Mais je me heurtais sans cesse à mes propres limites. J'avais besoin d'aide, d'un autre cerveau pour confronter mes idées. Le destin m'a fait un cadeau un soir pluvieux, dans un de ces cafés de l'innovation, qui commençait à fleurir à Lyon. Je présentais mon concept devant une audience clairsemée et sceptique. Après ma présentation, un homme est venu me voir. Il s'appelait Clément. Il avait mon âge, des lunettes un peu de travers et une énergie débordante. Votre approche du stockage inertiel est fascinante, mais votre gestion du cycle de décharge est trop lente, m'a-t-il lancé, sans même se présenter. J'étais tellement habitué au scepticisme que sa critique constructive m'a surprise. Nous avons passé les 3 heures suivantes à débattre, à dessiner des équations sur des serviettes en papier. Clément venait de démissionner d'un grand groupe d'ingénierie, frustré par la bureaucratie. Il cherchait un projet qui avait une âme. Ce soir-là, nous avons décidé de nous associer. Aura Énergie n'était plus seulement mon rêve, c'était le nôtre.
Notre duo était complémentaire. J'étais la visionnaire, l'architecte du système. Clément était le magicien, celui qui transformait mes idées folles en réalité tangible. Nous avons mis en commun nos maigres ressources pour louer un petit garage à Villeurbanne. C'était notre premier vrai QG. Il faisait froid en hiver, chaud en été, mais c'était notre royaume. Pendant 1 an, nous avons travaillé comme des damnés, affinant notre prototype. Mais nous arrivions au bout de nos économies. Il nous fallait du capital. C'est là que j'ai entendu parler d'Isabelle Duval. Une business angel légendaire dans le milieu lyonnais. Une femme qui avait fait fortune dans la tech et qui réinvestissait dans des projets audacieux. On la disait brillante, mais aussi impitoyable. Obtenir un rendez-vous a été une bataille. J'ai dû harceler son assistante pendant des semaines. Finalement, elle nous a accordé 20 minutes. 20 minutes pour changer notre vie. Son bureau était à son image, minimaliste, élégant et intimidant, avec une vue imprenable sur le Rhône. Elle nous a écoutés en silence, ses yeux ne quittant jamais les miens. Elle a posé une seule question à Clément, puis s'est à nouveau concentrée sur moi. C'était un test. Elle voulait voir qui était le leader. Quand j'ai eu terminé, elle est restée silencieuse pendant 1 minute entière. 1 minute qui a duré une éternité. Votre projet est ambitieux. Peut-être trop, a-t-elle finalement dit. Le marché est saturé de bonnes idées qui n'ont jamais abouti. Pourquoi seriez-vous différente? J'ai pris une profonde inspiration. Parce que je n'ai pas le choix. Pour moi, ce n'est pas un plan de carrière. C'est une question de survie. J'ai tout misé là-dessus. Je n'ai pas de plan B. Elle a continué à me fixer. Je vais être franche avec vous, Élise. Vous êtes une femme dans un monde d'hommes. Ils ne vous feront aucun cadeau. Ils vous jugeront plus durement. Ils attendront que vous échouiez. Votre seule option est d'être 2 fois plus intelligente, 2 fois plus travailleuse, et 2 fois plus résistante qu'eux. Pensez-vous en être capable? Je le suis, ai-je répondu, sans hésiter. Un léger sourire a effleuré ses lèvres. Très bien. Je vous fais un chèque. Ce n'est pas beaucoup, juste assez pour vous pendre si vous échouez. Ne me décevez pas. Nous sommes sortis de son bureau en flottant. Nous avions l'argent. Nous avions la validation d'une des meilleures. Nous avions un avenir. Nous étions si jeunes, si pleins d'espoir. Nous pensions que la partie la plus difficile était terminée. Nous n'aurions pas pu nous tromper davantage. Le vrai combat, celui qui se joue dans l'ombre, avec les armes de la trahison et de la manipulation, n'avait même pas encore commencé. Et il allait venir de l'endroit que je soupçonnais le moins. Notre premier vrai contrat. Le souvenir est encore gravé dans ma mémoire, à la fois doux et amer. C'était un domaine viticole réputé dans le Beaujolais. Le propriétaire, un homme visionnaire, voulait rendre ses chais entièrement autonomes en énergie. C'était une vitrine parfaite pour notre technologie. Le budget était serré, le délai encore plus. Notre crédibilité était en jeu. Le défi principal résidait dans l'approvisionnement d'une série de convertisseurs de puissance très spécifiques. C'était le cœur de notre système, la pièce qui garantissait sa stabilité. Notre fournisseur habituel en Allemagne était en rupture de stock pour au moins 6 semaines. C'était un désastre. Le projet risquait de prendre un retard considérable, ce qui entraînerait des pénalités que nous ne pouvions pas nous permettre. La panique a commencé à s'installer dans notre petit garage. C'est à ce moment précis que ma sœur Mathilde a refait surface. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, mais d'une manière ou d'une autre, elle avait eu vent de nos difficultés. Elle m'a appelé un soir, sa voix débordant d'une sollicitude inhabituelle. « Petite sœur, j'ai appris que tu avais quelques soucis d'approvisionnement. Tu sais, tu devrais m'en parler plus souvent. Le monde des affaires est mon domaine. » Je me suis méfiée instinctivement. Sa gentillesse était toujours un prélude à quelque chose. « C'est compliqué, Mathilde. » « Arrête, m'a-t-elle coupé, avec un petit rire enjôleur. « Laisse-moi t'aider. » C'est une coïncidence incroyable, mais l'un des meilleurs clients de la banque est justement un distributeur de composants électroniques haut de gamme. Je viens de l'avoir au téléphone. Non seulement il a tes pièces en stock, mais il peut te faire un prix exceptionnel.
Considère ça comme un cadeau de grande sœur. J'étais tiraillée. La solution était trop belle pour être vraie. Mais nous étions au pied du mur. Clément, plus pragmatique, m'a dit, on n'a pas le choix, Élise. Si elle peut nous dépanner, il faut saisir l'occasion. J'ai ravalé mes doutes. J'ai remercié ma sœur, me sentant presque coupable de ma méfiance. Elle m'a assuré qu'elle s'occupait de tout. Les composants sont arrivés 2 jours plus tard, dans des emballages impeccables. Nous avons travaillé comme des forcenés pour les intégrer. Le système a passé tous nos tests internes avec succès. Nous avons livré et installé l'équipement chez le client, avec une semaine d'avance sur le calendrier. C'était une immense fierté. Nous avons célébré avec Clément, persuadé d'avoir franchi une étape décisive. L'appel est arrivé 3 jours plus tard. C'était le propriétaire du domaine. Sa voix était méconnaissable, étranglée par la fureur. Mademoiselle Renaud. Votre installation a failli mettre le feu à mon chai. Un court-circuit généralisé. Les convertisseurs ont littéralement fondu. Si mon système d'alarme n'avait pas fonctionné, je perdais toute ma production de l'année. J'ai cru que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Nous avons sauté dans notre camionnette et nous sommes précipités sur place. L'odeur âcre de plastique brûlé était insoutenable. Notre belle installation n'était plus qu'un amas de circuits carbonisés. Le client nous a menacés des pires poursuites judiciaires. Notre réputation était en train de partir en fumée, littéralement. Clément, expert technique, a immédiatement prélevé les pièces défectueuses. Après une nuit d'analyse, son verdict est tombé, implacable. Ce sont des contrefaçons, Élise. Des copies chinoises de très mauvaise qualité. L'étiquetage est parfait, mais à l'intérieur, les composants sont bas de gamme. Elle ne pouvait jamais supporter la charge requise. Le sang s'est glacé dans mes veines. Contrefaçon. Le fournisseur de ma sœur. Sa sollicitude. Sa solution miracle. Tout s'est assemblé dans mon esprit en une image horrible et claire. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas de la malchance. C'était un sabotage. J'ai appelé Mathilde, ma voix tremblante de rage. Je lui ai expliqué la situation. Sa réponse a confirmé mes pires craintes. Il n'y a eu aucune surprise dans sa voix. Juste une froide et lointaine pitié. Oh, ma pauvre chérie. Le monde des affaires est impitoyable. Tu apprendras à tes dépens. J'espère que tu t'en sortiras. Elle n'a même pas essayé de nier. C'est là que j'ai compris la profondeur de sa cruauté. Elle n'avait pas seulement voulu que j'échoue. Elle avait voulu m'humilier, me détruire, me prouver que son monde était trop dur pour moi. Elle m'avait tendu une main secourable qui tenait un poignard. Le piège s'était refermé. Nous étions ruinés, déshonorés, et je savais maintenant que mon pire ennemi portait mon propre nom de famille. L'ultimatum du client était clair comme du cristal: vous avez jusqu'à lundi matin pour me présenter une solution fonctionnelle et sûre, ou mes avocats vous détruiront. Nous étions vendredi soir. Il nous restait à peine plus de 48 heures pour accomplir un miracle. Le samedi matin, le garage ressemblait à un champ de bataille après la défaite. Clément était assis par terre, le regard vide. C'est impossible, Élise. Trouver des pièces authentiques un week-end, tout réassembler, tout retester. C'est de la folie. Une partie de moi voulait s'asseoir à côté de lui et abandonner. La voix de mon père résonnait dans ma tête: je te l'avais bien dit. La voix de Mathilde ricanait. L'épuisement, le désespoir, tout me poussait à baisser les bras. Puis, mon regard s'est posé sur le compas de mon grand-père, posé sur un coin de l'établi. Précision. Persévérance. Non. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je ne laisserai pas le rêve de mon grand-père mourir à cause de la jalousie de ma sœur. Relève-toi, Clément, ai-je dit, ma voix rauque mais pleine d'une nouvelle détermination. Impossible n'est pas une option. On va disséquer ces merdes contrefaites et on va trouver une faille. Poussé par mon énergie, il s'est levé. Nous avons passé les heures suivantes à analyser les circuits brûlés. C'est là que le génie de Clément a opéré. Regarde, Élise, a-t-il dit, en pointant un schéma sur son ordinateur. La copie est grossière.
Ils ont simplifié le circuit de régulation thermique pour économiser de l'argent. C'est pour ça que tout a surchauffé. Mais, si on conçoit notre propre carte de contrôle externe, on peut bypasser leur circuit défaillant et utiliser un autre type de convertisseur, un modèle standard, beaucoup plus facile à trouver. C'était une idée brillante. Folle, mais brillante. Cela signifiait non seulement remplacer les pièces, mais aussi concevoir, graver et assembler de nouvelles cartes électroniques en un temps record. Pendant que Clément se lançait dans la conception des nouveaux circuits, j'ai pris le téléphone. C'était ma mission, trouver les pièces. J'ai appelé tous les distributeurs de la région. Désolé, nous sommes fermés le week-end. Appelez lundi. Les réponses étaient toujours les mêmes. J'ai élargi ma recherche à toute la France, puis à l'Europe. Finalement, j'ai trouvé une petite entreprise familiale à Grenoble. Le patron, un certain monsieur Durand, a décroché son téléphone portable par hasard. Il était en randonnée en montagne avec sa famille. Je lui ai expliqué notre situation, avec une sincérité désespérée. Je lui ai parlé de notre start-up, de notre premier contrat, du rêve qui était en train de virer au cauchemar. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. J'ai aussi commencé dans un garage, Mademoiselle Renaud, a-t-il finalement dit. Je sais ce que c'est. Je ne peux pas vous livrer. Mais si vous êtes à mon entrepôt à 20h ce soir, je descendrai de ma montagne et je vous ouvrirai. J'ai presque pleuré de gratitude. Clément a sauté dans notre vieille camionnette. Pendant qu'il fonçait sur l'autoroute, j'ai utilisé une petite machine de gravure de circuit que nous avions pour préparer les nouvelles cartes. C'était un travail d'une précision diabolique, rendu encore plus difficile par mes mains qui tremblaient. Clément est revenu à 22h30, victorieux, avec les précieux composants. La nuit la plus intense de notre vie a commencé. Le garage était éclairé par la lueur crue des néons. L'odeur de l'étain à souder emplissait l'air. Nous avons travaillé en silence, dans une synchronisation parfaite, animée par l'adrénaline et des litres de café. Chaque soudure était un pas de plus vers notre survie. À 3h du matin, alors que le monde dormait, nous avons branché le premier module modifié. Une petite LED verte s'est allumée. Le signe que ça fonctionnait. Nous avons poussé un cri de joie et d'épuisement mêlé. Nous avons terminé le dernier module à l'aube du dimanche. Nous n'avions pas dormi depuis plus de 40 heures. Nous étions des zombies. Mais nous avions réussi. Nous avons installé le nouveau système chez le client dans l'après-midi. Il a fonctionné à la perfection. Mieux encore que l'original. Le propriétaire, stupéfait par notre ténacité, a non seulement retiré sa plainte, mais il est devenu notre plus grand supporter. Nous étions sauvés. Nous avions regardé l'abîme en face, et nous avions fait un pas en arrière. Mais je savais que Mathilde n'en resterait pas là. J'avais gagné une bataille, mais elle préparait déjà la prochaine attaque. Les mois qui ont suivi notre quasi-désastre dans le Beaujolais ont été une période de reconstruction intense. L'histoire de notre « sauvetage miracle » s'était répandue dans le petit milieu de la tech lyonnaise, nous valant une réputation de battants. Nous avons décroché quelques autres petits contrats qui nous ont permis de nous stabiliser et de perfectionner notre technologie. Nous étions plus forts, plus prudents. C'est dans ce contexte que l'email de Volt France est apparu dans ma boîte de réception. C'était si inattendu que j'ai d'abord cru à un spam. Volt France, le titan de l'énergie en France, s'intéressait à notre petite start-up de garage ? Il nous invitait à participer à un appel d'offres très sélectif pour un projet pilote de stockage d'énergie sur un de leurs sites industriels. Le contrat s'élevait à 500 000 €. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un ticket d'or. Une validation au plus haut niveau. Une opportunité qui pouvait transformer notre entreprise à jamais. La compétition serait brutale. Nous étions le petit poucet face à des ogres industriels. Mais j'y croyais. Notre technologie était plus innovante, notre structure plus agile. Nous pouvions gagner. J'ai plongé dans la préparation de cette offre comme si ma vie en dépendait. Et d'une certaine manière, c'était le cas. C'était la chance de prouver à mon père que mon projet était concret, de prouver à ma mère que j'étais prête. C'était ma chance de clouer le bec à Mathilde. J'ai travaillé jour et nuit, analysant chaque donnée, optimisant chaque aspect de notre proposition.
Clément était un roc, vérifiant chaque calcul, challengeant chaque hypothèse. Nous formions une équipe redoutable. À une semaine de la date limite, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Petite sœur. C'est moi. La voix de Mathilde. Froide. Plate. J'ai entendu dire que tu visais la lune. Volt France. C'est audacieux. Trop audacieux, peut-être. Mon sang s'est glacé. Comment savait-elle? L'appel d'offres était confidentiel. De quoi tu parles, ai-je menti, essayant de garder ma voix stable. Elle a eu un petit rire sec. Ne me prends pas pour une idiote, Élise. J'ai des yeux et des oreilles partout. Écoute-moi bien. Ce monde n'est pas pour toi. Tu vas te faire dévorer toute crue. Laisse tomber avant de te ridiculiser. C'était une menace à peine voilée. Elle n'essayait plus de me saboter en secret. Elle me déclarait la guerre ouvertement. J'ai raccroché, tremblante de fureur. J'ai raconté la conversation à Clément. Son visage s'est durci. Elle va essayer quelque chose. C'est sûr. Nous avons passé les derniers jours dans une paranoïa totale, vérifiant chaque ligne de notre offre, nous préparant à une attaque. Nous avons envoyé notre proposition finale quelques heures avant la date limite. L'attente a commencé. Chaque jour était une torture. Et puis, l'email est arrivé. Il ne venait pas du service des achats, mais directement de la directrice du projet, Hélène Mercier. L'objet, clarification requise de toute urgence. Mon cœur a raté un battement. Je l'ai ouvert. Chère Madame Renaud, nous avons bien étudié votre proposition technique, qui est très intéressante. Cependant, une source anonyme nous a fait parvenir des informations préoccupantes concernant un incident majeur de sécurité survenu lors d'un de vos précédents contrats. La fiabilité étant notre critère numéro 1, nous ne pouvons ignorer ces allégations. Nous vous convoquons donc à une réunion demain à 14 h pour vous expliquer. Le coup de grâce. Elle avait frappé. Discrètement, lâchement, en utilisant une source anonyme. Elle avait pris notre plus grande faiblesse, notre cicatrice la plus profonde, et elle l'avait exposée à la face du monde. Elle ne voulait pas seulement gagner. Elle voulait m'anéantir. J'étais seule au bureau. Clément était parti pour la journée. J'ai regardé l'email, les mots dansant devant mes yeux. La panique menaçait de m'engloutir. C'était fini. Comment pouvions-nous nous défendre contre ça? C'était sa parole contre la nôtre. Puis la panique a reflué, laissant place à une rage froide et lucide. Elle pensait m'avoir piégée. Elle pensait que j'allais nier, mentir, me débattre. Elle se trompait. Elle m'avait tendu un piège, mais elle m'avait aussi donné une arme. La seule arme qui pouvait la battre. La vérité. Le lendemain, à 13h55, je suis entrée dans la tour de Volt France. Mon costume, le seul que je possédais, me semblait trop grand, comme si j'étais une enfant jouant à être une adulte. Mes mains étaient moites, mon cœur battait à un rythme effréné. Mais en surface, j'ai projeté une image de calme que je ne ressentais absolument pas. La salle de réunion était au sommet de la tour, une pièce de verre et d'acier qui dominait tout Lyon. J'avais l'impression d'être dans une cage de verre, exposée aux yeux de tous. 3 personnes m'attendaient. 2 hommes que je ne connaissais pas, et Hélène Mercier, la directrice de projet. Son visage était fermé, professionnel, mais ses yeux me scrutaient avec une intensité redoutable. Elle m'a fait signe de m'asseoir. Le silence était lourd. Madame Renaud, a-t-elle commencé, sa voix ne trahissant aucune émotion. Comme vous le savez, nous avons reçu des informations troublantes. Nous tenons à la transparence. Nous vous écoutons. C'était mon tour. J'aurais pu me lancer dans des justifications confuses. J'aurais pu dire que c'était un incident isolé, une erreur malheureuse. J'ai fait le contraire. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé Hélène Mercier droit dans les yeux. Madame, ce que votre source anonyme vous a dit est vrai. Nous avons eu un incident technique majeur. Un de nos systèmes a subi une défaillance critique qui a failli provoquer un incendie. J'ai vu une lueur de surprise passer dans leurs yeux. Ils ne s'attendaient pas à un aveu aussi direct.
Mais ce que votre source a probablement omis de vous dire, ai-je continué, ma voix gagnant en assurance, c'est le contexte. Et c'est ce contexte qui définit qui nous sommes. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai projeté un unique document sur l'écran mural. Le titre était simple, de la crise à l'innovation, étude de cas du domaine de Beaujolais. Pendant les 30 minutes qui ont suivi, j'ai déroulé toute l'histoire. Je n'ai épargné aucun détail. J'ai parlé du fournisseur qui nous avait trahis en nous livrant des contrefaçons sans jamais mentionner le nom de ma sœur, c'était indigne et inutile. J'ai montré les photos des pièces carbonisées, j'ai expliqué l'analyse technique qui a révélé la fraude. Puis, je suis passé à la deuxième partie de ma présentation. Face à cette situation, qui aurait dû signifier la mort de notre entreprise, nous avions deux choix, abandonner ou nous battre. Nous avons choisi de nous battre. J'ai détaillé notre course contre la montre. Les 48 heures sans sommeil. La conception d'une nouvelle carte électronique en pleine nuit. La recherche désespérée de composants un samedi soir. J'ai montré les schémas de la nouvelle solution, expliquant comment cet échec nous avait poussé à innover, à créer un système encore plus fiable et plus robuste que celui que nous avions initialement conçu. J'ai terminé en regardant à nouveau Hélène Mercier. Alors oui, nous avons fait face à un échec cuisant. Mais cet échec a été notre meilleur professeur. Il nous a appris à être résilients. Il nous a appris à innover sous pression. Et surtout, il nous a appris que notre engagement envers la sécurité et la satisfaction de nos clients est absolu. Nous n'avons pas caché le problème. Nous l'avons résolu, en un temps record, en protégeant les intérêts de notre client. Cette histoire, ce n'est pas l'histoire de notre faiblesse. C'est l'histoire de notre force. Voilà qui nous sommes, chez Aura Énergie. Et c'est cette entreprise-là qui vous propose aujourd'hui ses services. Quand j'ai eu terminé, le silence est revenu, mais il était différent. Il n'était plus lourd et accusateur. Il était pensif. Les trois cadres se sont regardés. J'ai vu l'un des hommes hocher imperceptiblement la tête. Hélène Mercier a gardé le silence pendant un long moment, ses doigts pianotant doucement sur la table. Elle semblait me jauger, peser chaque mot que j'avais prononcé. Finalement, elle a parlé. Madame Renaud, votre franchise est inhabituelle. Et votre approche est très audacieuse. Elle s'est levée, mettant fin à la réunion. Nous avons tous les éléments en notre possession maintenant. Nous vous communiquerons notre décision rapidement. Je suis sortie de la tour, vidée. J'avais tout donné. J'avais transformé leur poison en mon antidote. Mais était-ce suffisant? Je n'en avais aucune idée. Le retour au bureau a été surréaliste. Je suis passé de la tension extrême d'une salle de réunion au sommet d'une tour au silence vide de notre petit garage. L'attente a commencé, et c'était une forme de torture psychologique. Chaque notification sur mon téléphone me faisait sursauter. Chaque heure qui passait sans nouvelles était un clou de plus dans le cercueil de mes espoirs. La journée s'est écoulée. Puis la soirée est arrivée. C'était la veille de Noël. Dehors, la ville était une symphonie de lumière et de rire. À travers la fenêtre sale du garage, je voyais les silhouettes des familles se dirigeant vers leur réveillon. J'étais la seule lumière allumée dans toute la rue. Une île de solitude au milieu d'un océan de fêtes. Clément m'a appelé. Des nouvelles? Rien, ai-je soufflé. Absolument rien. Ne perds pas espoir, Élise. Ce que tu as fait aujourd'hui était incroyable. Mais l'espoir était une denrée rare ce soir-là. Vers 21h, j'ai capitulé. C'était fini. Il n'allait pas appeler. Une décision aussi importante ne se prenait pas à la veille de Noël. J'ai commandé une pizza 4 fromages, le plat officiel de la défaite et de l'auto-apitoiement. Je l'ai mangé à même le carton, assise à mon bureau, en regardant distraitement une vieille télévision que nous utilisions pour nos tests. Le journal régional de France 3 a commencé. Je n'y prêtais aucune attention, perdu dans mes pensées sombres. Et soudain, j'ai entendu un mot qui m'a fait redresser la tête. Énergie. Puis un autre. Start-up. Le visage familier de la présentatrice est apparu, l'air sérieux. Et nous terminons ce journal avec une information économique de dernière minute qui pourrait bien marquer un tournant pour la filière de l'énergie verte dans notre région. Contre toute attente,
le géant Volt France n'a pas choisi un grand groupe industriel pour son projet pilote de stockage d'énergie, mais une jeune pousse lyonnaise, la société Aura Énergie. Mon souffle s'est coupé. J'ai lâché ma part de pizza. La journaliste a continué, dirigée par une jeune ingénieure de 34 ans, Élise Renaud. Aura Énergie a remporté ce contrat de 500 000 € grâce à une technologie de rupture, selon nos sources, une approche d'une transparence et d'une résilience qui a impressionné le comité de direction. Un partenariat qui pourrait, à terme, se chiffrer en millions d'euros. Ils ont affiché ma photo à l'écran. Une vieille photo d'identité, où j'avais l'air d'avoir 10 ans de moins et 100 fois plus de soucis. Au même instant, mon téléphone a vibré. Un email. Expéditeur, Hélène Mercier. Objet, félicitations. Mon doigt a tremblé en l'ouvrant. Le message était aussi bref que professionnel. Madame Renaud, suite à notre réunion, le comité a décidé à l'unanimité de vous attribuer le contrat. Votre approche a été le facteur décisif. Nous croyons en la force qui naît de l'adversité. Le contrat est en pièces jointes pour validation. Bien cordialement, Hélène Mercier. PS, joyeux Noël. Je suis restée là, pétrifiée, les larmes coulant silencieusement sur mon visage. Ce n'était pas seulement un contrat. C'était une validation. C'était la preuve que l'honnêteté, la résilience, le travail acharné pouvaient encore gagner. C'était la défaite de la manipulation et de la méchanceté. Le lendemain matin, le jour de Noël, je ne savais pas quoi faire de moi-même. J'ai fini par aller au bureau, le seul endroit où je me sentais à ma place. À 10 heures précises, l'interphone a sonné. C'était la réceptionniste de l'immeuble, sa voix pleine de confusion. Mademoiselle Renaud, il y a votre famille qui demande à vous voir. Je suis descendue, le cœur au bord des lèvres. Ils étaient là. Tous les 4. Mon père, ma mère, Bastien, Mathilde. Sur leurs 31. Des sourires éclatants sur leurs visages. Mon père s'est approché, les bras ouverts. Élise. Ma championne. Nous avons vu les nouvelles. C'est absolument fantastique. J'ai toujours su que tu avais un potentiel extraordinaire. Ma mère m'a serré dans ses bras, une étreinte qui sentait le parfum cher et l'hypocrisie. Oh, ma chérie, nous sommes si fiers de toi. Puis Mathilde s'est avancée, son visage un chef-d'œuvre de fausse admiration. Félicitations, petite sœur. C'est un excellent début. Maintenant, tu vas avoir besoin de vrais investisseurs pour passer à l'étape supérieure. Ne t'inquiète pas, je vais t'ouvrir mon carnet d'adresses. C'est la moindre des choses. Je les ai regardés, les uns après les autres. Leur sourire, leur louange, leur fierté de circonstance. C'était une pièce de théâtre. Et ils jouaient tous leur rôle à la perfection. Mais pour la première fois, je n'étais plus une spectatrice passive. J'étais la metteur en scène. Et j'allais écrire la scène finale. Je les ai laissés terminer leur numéro. J'ai absorbé leurs compliments comme une éponge sèche, sans laisser transparaître la moindre émotion. Quand ils ont eu fini, un silence s'est installé. Ils attendaient ma réaction. Mes larmes de joie? Ma gratitude éperdue? J'ai d'abord regardé mon père. Tu as toujours su que j'avais du potentiel? C'est étrange, ce n'est pas le souvenir que j'ai de notre dernière conversation. Je me souviens de mots comme chimère, utopie d'enfant et main vide, point. Le sourire de mon père s'est légèrement crispé. Je me suis tournée vers ma mère. Et toi, maman, tu es fière? Il y a 2 semaines à peine, tu avais honte. Tu pensais que je n'étais pas prête à m'asseoir à votre table. Apparemment, un contrat de 500 000 € a considérablement accéléré ma maturité. Le visage de ma mère a perdu de sa couleur. Enfin, je me suis tournée vers Mathilde. Je me suis approchée d'elle, mon regard plongeant dans le sien. J'ai souri. Un vrai sourire, mais sans aucune chaleur. Et toi, ma chère sœur? Merci pour ta proposition si généreuse. Mais je pense que je vais la décliner. Vois-tu, l'expérience récente m'a enseigné une leçon capitale, il est absolument vital de s'entourer de partenaires et de collaborateurs qui sont non seulement compétents, mais surtout, qui sont dignes de confiance. La loyauté, pour moi, n'est pas négociable.
Le masque de Mathilde s'est fissuré. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu perdre contenance. Une lueur de panique, puis de haine pure, a traversé ses yeux. Elle savait que je savais. Comment oses-tu, a-t-elle commencé. J'ose, les yeux coupés, ma voix restant calme, presque douce. Non, Mathilde. La question est, comment as-tu osé? Comment avez-vous tous osé? Vous n'êtes pas ici parce que vous êtes fiers de moi. Vous êtes ici parce que mon nom est passé à la télévision. Vous êtes ici parce que mon succès rejaillit maintenant sur le nom des Renault. Votre amour est conditionnel. Votre respect est transactionnel. Et je n'en veux plus. Je me suis reculée, m'adressant à eux tous. Cette entreprise, je l'ai construite sur vos doutes, votre mépris et vos sabotages. D'une certaine manière, je devrais vous remercier. Vous m'avez donné la rage de réussir. Mais la construction est terminée. Je n'ai plus besoin de vos matériaux. J'ai trouvé mes propres fondations. Alors maintenant, si vous voulez bien m'excuser, contrairement à vous, j'ai du travail. Vous connaissez la sortie. Je leur ai tourné le dos, et sans un regard en arrière, je suis remontée vers mon bureau. C'était la dernière fois que je leur parlais. Les années qui ont suivi ont été un tourbillon de travail, de défis et de succès. Le partenariat avec Volt France a dépassé toutes nos espérances. Aura Énergie est devenu un nom qui compte dans le secteur. Nous avons grandi, embauché, innové. Mais ma plus grande réussite n'est pas sur mon bilan comptable. Ma plus grande réussite, c'est la famille que je me suis choisie. Clément, qui est bien plus qu'un associé, c'est mon frère d'armes. Isabelle, qui est passée d'investisseuse à mentor et amie. Et toute notre équipe, une bande de passionnés qui partagent les mêmes valeurs de travail, d'intégrité et de respect. L'année dernière, j'ai créé la Fondation Lucien Renault. Chaque année, nous finançons le projet d'un jeune entrepreneur qui, comme moi, a une idée à laquelle personne ne croit. Lors de la première cérémonie, en remettant le prix à une jeune femme brillante et terrifiée, je lui ai donné le vieux compas de mon grand-père. Ne laissez jamais personne définir votre valeur, lui ai-je dit. La seule approbation qui compte, c'est la vôtre. En la regardant, j'ai compris la vérité ultime de mon parcours. Je n'ai pas passé toutes ces années à me battre pour leur prouver qu'ils avaient tort. J'ai passé toutes ces années à me battre pour me prouver à moi-même que j'avais raison. Raison de croire en mes rêves. Raison de suivre mon instinct. Raison de me choisir, moi, avant tout le reste. Ma famille de sang m'a peut-être perdu, mais ce n'est pas ma défaite. C'est la leur. Ils ont perdu une fille, une sœur. Moi, j'ai gagné un monde. Mon histoire est la preuve que nos cicatrices peuvent devenir notre plus grande force. Si vous aussi, vous avez dû vous battre pour trouver votre place, si vous avez dû surmonter le jugement de ceux qui auraient dû vous soutenir, alors cette histoire est aussi la vôtre. Laissez un like si elle vous a touché, et partagez dans les commentaires une victoire, petite ou grande, que vous avez remportée contre l'adversité. Vos histoires méritent d'être lues et elles donnent de la force aux autres. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.